Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous appréciez votre 8e édition du Festival de Prévost jusqu'à maintenant. Donc, merci d'être des nôtres et la programmation se continue. Et sans plus tarder, je vous présente l'atelier de Francis McNamee qui va nous parler de l'aperçu du processus d'écriture. Alors, bonjour Francis. Bonjour, merci beaucoup. Alors, moi, je suis écrivain, fait que je pensais que je pourrais vous parler de l'écriture au niveau de la bande dessinée. Euh, je voulais noter, j'ai appelé ça de l'imaginaire vers l'image, et ma mère m'a corrigé, elle m'a dit, généralement, on dirait de l'imaginaire à l'image, mais elle m'a dit de le garder finalement, puisque ce qu'on va regarder, c'est le processus, pas le produit final. On va vraiment regarder comment ça se fait l'écriture pour arriver à la fin. Alors, pour commencer, je vais me présenter un peu. Moi, je suis Francis McNamee. Je suis écrivain et je suis montréalais. J'ai étudié la littérature et la sociologie à Concordia et j'ai longtemps été animateur scout bénévole. Puis ces deux choses-là ensemble m'ont vraiment mené aux bandes dessinées. J'ai écrit une bande dessinée qui s'appelle Le Retour, que je vais vous présenter aussi. Euh, et puis, c'est vraiment une bande dessinée pour enfants qui est venue du bénévolat en travaillant avec les enfants, puis mes études en littérature. Alors, Le Retour, Homeward en anglais, c'est un projet que je fais en collaboration avec Laurence Déa-Dion. C'est l'illustratrice et on fait ça en auto-édition ensemble. Alors, juste pour vous présenter rapidement, c'est quoi, puisque ça va vous mettre en contexte. C'est l'histoire de deux jeunes garçons qui ont grandi dans l'espace et qui ne savent pas qu'ils sont humains. Euh, et c'est vraiment leur aventure pour se trouver une place dans l'univers, comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être humain, qui ils sont, c'est quoi la nature de leur vie. J'ai écrit ça pour me permettre de parler à des jeunes de sujets qui peuvent être un peu plus difficiles des fois, comme l'isolement, comment est-ce qu'on rentre dans un nouvel environnement comme l'école ou les scouts, puis comment on reste nous-mêmes, puis on trouve nous-mêmes malgré des environnements différents. Alors, je voulais juste rapidement présenter qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui au niveau de l'écriture. Euh, alors, premièrement, on va définir l'écriture. C'est quoi d'un point de vue un peu plus structurel, comment ça fonctionne? Puis sinon, personnellement, qu'est-ce que ça veut dire l'écriture pour moi? Puis qu'est-ce que je trouve que le monde devrait essayer de rechercher là-dedans pour eux-mêmes? Ensuite, on va vraiment passer au scénario, comment ça fonctionne, écrire un scénario pour une bande dessinée, du conception vers le squelette du scénario et l'écriture en tant que telle. Et finalement, on va regarder l'adaptation, c'est-à-dire la division du texte du scénario, le scénarimage et les phylactères, qui est comme la partie écriture d'une bande dessinée finale. Alors, je vais vous présenter tout ça. Premièrement, pour définir l'écriture, c'est quoi une histoire? C'est très de base comme question à quelque part. Puis à la base, une histoire, c'est juste une collection de mots qui raconte une série d'événements. Euh, Ça peut être des événements particulièrement importants ou intéressants. Moi, ce que j'avais en exemple, c'est l'histoire du Mont Vésuve, où il n'y a pas vraiment de personnage particulier dans cette histoire-là, mais c'est une histoire qu'on connaît très bien parce que c'était un événement très important dans l'histoire du monde. Euh, Généralement, par contre, je dis ça, généralement, il va y avoir des personnages dans les histoires, puis on suit les péripéties des personnages, puis le développement des personnages. Je voulais aussi juste vous dire que j'ai mis plein de photos de petits sketchs, puis de, de pages de préparation qu'on avait, moi et Laurence, quand on a fait la conception de la BD. Fait que ça, c'est des modèles des jeunes garçons qui sont dans l'espace au début. La structure d'une histoire. Fait que là, il y a deux manières de structurer une histoire. Euh, D'un côté, c'est vraiment ce qu'on apprend à l'école de base, même peut-être au primaire, sinon sûrement au secondaire. L'histoire, ça a un début, un élément déclencheur, des péripéties, un summum, un dénouement et une situation finale. Pour les passer rapidement, un début, c'est vraiment la situation où on retrouve nos personnages. C'est qui ces personnages? Il y avait tout, dans quel temps? C'est qui ce monde-là au départ? L'élément déclencheur, ça va toujours être l'événement qui va changer la situation des personnages. C'est ce qui va obliger les personnages à vivre des expériences qui vont les changer.
Ça peut être quelque chose de très personnel pour le personnage ou quelque chose de très gros qui oblige le personnage à participer de manière générale dans un événement plus global. Les péripéties, c'est toute l'action, dans le fond. C'est toutes les petites choses qui vont arriver au personnage ou dans les événements qui vont mener de l'élément déclencheur au summum. Ça peut être n'importe quoi. Là, on voit 10 000 exemples de ça dans tout plein d'histoires. Le summum, c'est le moment critique de l'histoire. C'est vraiment quand toutes les péripéties vont mener à un moment où le personnage ou l'événement va se réaliser. Soit le problème va être résolu ou le personnage va réaliser quelque chose qui le fait changer pour le futur. Le dénouement, moi, de la manière que je décris, c'est qu'après le summum, après ce moment critique où on termine le conflit et on trouve une réalisation, le dénouement, c'est un peu l'adaptation du personnage. Le personnage, comment il va s'adapter après tout ce qu'il a vécu. Généralement, il ne va pas être la même personne qu'il était au début. Puis le dénouement, on voit comment il s'adapte à une nouvelle vie une fois qu'il a changé à cause de toutes les péripéties. Et la situation finale, c'est un peu le miroir du début, où on retrouve nos personnages dans leur nouvelle situation, puis on retrouve un sens de normal, même si on a eu des changements. Généralement, on va voir sous forme peut-être d'une épilogue, où on va retrouver nos personnages qui ont retrouvé un nouveau normal, et puis il n'y a plus d'action, mais on va juste revisiter ces personnages. La structure des événements, c'est super important parce que ça permet au lecteur de suivre. C'est un peu un accord entre l'auteur et le lecteur pour comment ça fonctionne, cette histoire. Comment fonctionne une histoire. Moi, quand on est auteur et on écrit, c'est rare qu'on va raconter directement notre histoire. Généralement, le lecteur va le lire tout seul. Fait que c'est une entente entre l'auteur et le lecteur pour comment ça fonctionne, cette chose, puis à quoi s'attendre. Alors, au-delà de la structure des événements en tant que tels, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est la structure du développement du personnage. Puis, je voulais vous parler d'un modèle qui s'appelle le voyage du héros. Ça a été proposé par Joseph Campbell dans son livre Le héros aux 1001 visages. Et puis, ça vient structurer justement le développement du personnage en tant que tel. Je ne savais pas si vraiment je pouvais mettre des images de son livre, fait que j'ai pas osé. Mais je vous suggère d'aller voir son livre, ou au moins d'aller voir c'est quoi le modèle. Généralement, il y a une grosse roue qui explique comment le personnage va progresser au cours d'une histoire. Et puis, pour moi, c'est super intéressant, parce que moi, ce que j'aime dans l'histoire en tant qu'écrivain et en tant que lecteur, c'est comment les personnages se développent. Qu'est-ce qui arrive à un personnage pendant une histoire, puis qu'est-ce qui fait qu'il se rend d'une personne au début de l'histoire à une autre personne à la fin de l'histoire. Puis comment est-ce qu'il a été affecté par tous ces changements. Ici encore, je vais vous demander pardon un peu, c'est en anglais, c'était des notes que j'avais prises au tout début pour le retour, pour qu'est-ce que je voulais que mes personnages vivent en tant que progression. Puis je voulais regarder justement l'isolement, peut-être le racisme, le jugement de l'autre, le, dans le fond, comment on interagit avec le monde, puis les conséquences de nos actions. Alors, c'était tous les points de développement que je voulais pour mes personnages. Puis je dirais que c'est vraiment ça, plus qu'une structure d'événements, qui m'a guidé dans mon écriture de Le Retour. Personnellement, c'est quoi l'écriture? Fait que ça, je pense que c'est une question très ouverte que tout le monde peut répondre à sa guise, puis pour eux-mêmes. Tout le monde en tire des choses différentes. Mais je voulais partager pour moi c'est quoi l'écriture, puis qu'est-ce que ça fait, pourquoi j'écris dans le fond. Puis j'ai résumé un peu avec cette phrase que je vais vous lire. C'est pour moi, l'écriture et la lecture représentent un monde détaché qu'on peut superposer sur le nôtre. Dans ce monde, on peut simuler des expériences et surtout provoquer des émotions pour ensuite revenir mieux équipé dans le vrai monde. C'est une manière de s'échapper, toujours dans le but de revenir au vrai monde. Puis l'exemple que j'ai en tête qui est un peu facile à donner, c'est des films d'horreur. Je ne sais pas si tout le monde aime ça, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais quand je regarde, ça fait quoi un film d'horreur? C'est qu'on va rentrer dans un espèce de monde différent
qui va nous faire peur, qui va nous donner de l'anxiété, qui va nous faire sursauter. Puis, mais c'est un monde qui est complètement sécuritaire. Il n'y a pas vraiment de danger en regardant un film, c'est juste un film. Fait que dans cette optique-là, on peut simuler notre peur, notre anxiété, puis on comprend c'est un peu comment nous, on va réagir dans cette situation-là. Puis je trouve que ça fait que si ensuite on va revivre ces émotions en vraie vie, dans des situations où peut-être qu'il faut agir, puis on n'a pas tout le temps de penser comment on se sent, on va peut-être être un peu mieux équipé pour gérer nos émotions, puis gérer ça de manière saine, où on peut aider la situation, puis nous-mêmes passer au travers de manière saine. Euh, le film d'horreur, c'est un exemple très facile en quelque part, parce que la peur et l'anxiété, c'est des émotions qu'on peut facilement reconnaître en nous-mêmes, surtout la peur. Mais je dirais que c'est bon pour toutes sortes d'émotions, toutes sortes d'expériences. Euh, on peut apprendre qu'est-ce qu'on aime dans la vie, qu'est-ce qu'on n'aime pas, le courage, c'est quoi, la honte, n'importe quoi. On pourrait le faire en lecture, puis un peu apprendre à notre sujet comment nous, on vit ces émotions, puis pourquoi on réagit de certaines manières. Alors vraiment, pour moi, quand j'écris, c'est ça qui m'intéresse, puis c'est ça que je veux faire vivre à mes lecteurs. Alors là, on va passer plutôt à la conception. Alors ça, c'est vraiment le processus d'écriture en tant que tel. Et puis, c'est vraiment, la conception, c'est le début. Là, c'est qu'est-ce qu'on fait pour inventer une histoire. Encore là, j'ai mis des notes, puis encore là, pardon que c'est tout en anglais. Moi, je suis anglophone dans mes études, fait que mon premier réflexe, c'est en anglais. Mais je voulais vous présenter ces notes quand même, puis je vais vous expliquer pourquoi ces notes en particulièrement, je voulais vous montrer. Pour moi, ce qui va guider la conception, c'est une question. Alors, si j'avais à demander à un autre écrivain de m'expliquer c'est quoi le début de son histoire, je lui demanderais peut-être c'est quoi ta question. Pour moi, c'est toujours une question qui va guider un processus de répondre à cette question, justement. Puis c'est ça qui est intéressant pour moi en créant l'histoire. Si on a un problème ou un conflit ou une question, l'histoire va représenter un peu le processus de répondre à cette question, euh, sans dire qu'on va avoir la bonne réponse. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est le processus d'explorer la question. C'est ça qui va faire intéressant une histoire pour moi. Et puis pour le retour, alors moi, ma question, c'était très simplement, ça veut dire quoi d'être humain? C'était ça ma question à la base. Euh, alors, le premier, c'est d'identifier c'est quoi ta question, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu veux examiner. Puis par la suite, la deuxième étape, ça serait de trouver une manière d'approcher cette question. Comment tu vas l'approcher? Comment tu vas examiner cette question pour que le processus soit intéressant puis qu'il mène à une place intéressante aussi. Euh, alors, ce que moi j'ai fait pour le retour, justement, je parlais que c'est deux enfants qui sont élevés dans l'espace. Je pense que je ne l'ai pas mentionné, mais en fait, ils sont élevés par leur vaisseau spatial qui est un robot qui les élève. Alors, moi, mon approche pour ça veut dire quoi d'être humain, c'était un peu, j'ai vu ça un peu presque comme une expérience scientifique où on a comme un groupe contrôle puis un groupe qui fait l'expérience. Je me suis dit, c'est si une personne n'avait pas grandi sur Terre, qu'est-ce qui ferait de cette personne un humain encore? Comment se manifesterait son humanité s'il n'avait pas grandi en société? Euh, et puis, alors, j'ai eu plein de questions. Ça, je veux dire, quand tu poses une question, ça te donne 10 000 questions de plus. Cette question-là, au début, je pensais au livre de la jungle, où il y a un enfant qui est élevé par des animaux dans la jungle, puis comment il agit, un peu plus, euh, il n'est pas aussi émotif, il est plus action, il doit survivre. Euh, et puis, c'est là que le personnage de robot est devenu super intéressant pour moi, puisque c'est comme leur papa, leur maman, leur société, tout en même temps, c'était ce robot qui avait une énorme expérience de vie, puis pas sa propre expérience, mais il y avait des histoires, puis des exemples de l'humanité à n'en plus finir, fait qu'il a pu contextualiser les affaires d'une manière très détachée, en quelque part.
Justement, dans mes notes, je voulais vous montrer feral en haut, le mot F-E-R-A-L. Ça, c'est, bon, j'oublie le mot en français, mais c'est un peu sauvage en quelque part. Fait que c'était ça l'idée de départ, le lien avec le livre de la jungle. Ensuite, le développement des personnages, comment leur humanité se manifesterait. Ça se développait en rencontre avec d'autres personnages. Puis c'est vraiment, quand ils commencent à rencontrer et vraiment à être intégrés dans des sociétés puis des relations, que leur humanité se manifeste. Je voulais aussi vous montrer cette page de notes pour vous montrer à quel point c'est n'importe quoi en quelque part. C'est juste plein d'idées. Fait que, je voulais stresser qu'au niveau de la conception, ayez pas l'idée que vous allez tout trouver en même temps, que tout va être parfait dès le début. C'est un processus d'exploration, la conception. Puis c'est vraiment de trouver qu'est-ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'écrivains. Fait que le lecteur, généralement, il va jamais voir ça. Puis c'est pas obligé d'être parfait et c'est clairement, ça va jamais l'être. Mais c'est important de le faire puisque c'est la première étape du processus qui va nous amener vers la fin. Alors, après la conception, après qu'on a trouvé qu'est-ce qu'on veut faire, nous, puis qu'est-ce qui nous intéresse, quelles questions on veut aborder, on arrive au squelette. Le squelette, c'est une structure, ça revient un peu au modèle que j'ai parlé tantôt au niveau de la structure d'une histoire, soit une structure au niveau des événements en tant que tels ou une structure au niveau du développement du personnage. C'est super important d'avoir ça puisque ça nous donne une direction. Ça nous permet de passer d'une feuille pleine d'idées, un peu désassociée et un peu tout partout, à une idée d'histoire qui a une structure puis une direction. Ça nous permet aussi, puis je trouve que c'est très important, de comprendre l'envergure de notre histoire. Une histoire doit avoir un début, un milieu, et ça doit avoir une fin. On doit savoir où est-ce qu'on veut aller finalement. Puis c'est très difficile souvent quand on a énormément d'idées tout en même temps de comprendre où est-ce qu'on s'en va à la fin. Alors d'avoir une compréhension de l'envergure de l'histoire, puis où est-ce qu'on s'en va, ça va beaucoup nous aider en tant qu'écrivain de continuer puis aller dans une direction qui va permettre à arriver à un produit final qui a de l'allure, qu'on va pouvoir communiquer à un public. Je stresserais encore, tout comme la conception, c'est pas coulé dans le béton. Il n'y a rien qui est défini dans le squelette. C'est vraiment encore là un outil, une partie du processus pour aider l'écrivain à se rendre du début à la fin. C'est pas le produit final. Puis c'est normal que ça va changer. Encore là, en écrivant le retour, j'ai écrit plein de tomes pour cette série-là. On est rendu à 2 qu'on a écrit, mais j'en ai écrit assez pour 10. Puis une grosse partie du 7e, si je ne me trompe pas. Finalement, j'ai tout réécrit parce que j'avais pensé que ça irait d'une manière. Puis je me suis rendu là, puis ça a tout changé puisque ça ne marchait pas finalement, ce que j'avais pensé au début. Fait que encore là, je stresserais que c'est pas écoulé dans le béton, là. C'est normal que c'est juste une idée. Puis si ça change par après, c'est pas un problème du tout, là. C'est normal. Alors, une fois qu'on a établi notre squelette, une fois qu'on sait toutes nos étapes de où est-ce qu'on veut aller, on a notre structure au niveau des événements, on a peut-être une structure aussi au niveau du développement du personnage, on peut aller à l'écriture en tant que telle. Alors, pour l'écriture, je vais me limiter, puisqu'on pourrait en parler à l'infini de l'écriture, comment la faire en tant que telle. Mais je voulais stresser peut-être 2 petits points qu'en bande dessinée, c'est important. Premièrement, c'est qu'en BD, le lecteur, il voit que le dialogue et les images. Ça se rapproche beaucoup plus d'un film que d'un livre. Dans un livre, généralement, il y a un narrateur qui va mettre en contexte toutes les péripéties, qui va décrire les péripéties, ça se peut qu'il donne aussi un point de vue dans la tête du personnage. On va être capable de voir dans la tête du personnage qu'est-ce qu'il pense. On n'a pas ça en bande dessinée, on a des images puis du dialogue. Fait que c'est important qu'on comprenne que les images et le dialogue doivent un peu faire le travail de refléter la personnalité des personnages puis leur intérieur. Alors, une manière de faire ça, c'est est-ce que nos personnages ont leur propre particularité? Nous, on est tous humains, on a tous, ça se peut qu'on ait des différents langages. Moi, justement, je parle français et anglais, puis même je remarque en comment je parle une langue ou une autre, ça affecte un peu mon tempérament, comment
comment je parle, comment je pense à des choses. Alors, ça va venir dicter comment on est en tant que personne. Puis c'est tout aussi vrai pour tous nos personnages. Puis au-delà de la langue, tout le monde parle un peu à sa manière différente. Euh, il y a peut-être des mots qu'on aime mieux, qu'on utilise plus souvent parce qu'on est plus confortable avec ces mots ou des manières de parler. Si on pense, nous, en tant que Québécois, on parle en français, puis les Français de France aussi, mais on a beaucoup de différences de comment on parle aussi. Puis c'est pas une mauvaise chose, c'est vraiment intéressant finalement, puis ça donne une personnalité à nos personnages. Euh, alors, c'est peut-être une bonne question de voir quand on est en train d'écrire notre dialogue, est-ce que nos personnages parlent tous de la même manière ou est-ce qu'ils ont, ils ont leur propre personnalité qui est un peu montrée par comment ils parlent? Puis un exemple que je voulais vous montrer, c'est justement dans cette petite page que j'avais préparée. C'est une page de dialogue que j'avais préparée pour le premier tome. Puis, je veux montrer la différence entre les enfants. Alors, les enfants, ils s'appellent Bertrand et Alfred. Leur vaisseau spatial s'appelle Albert, c'est un porte-manteau de leur nom. Et puis, euh, je voulais montrer comment leur dialogue manifeste leur personnalité un peu dans cette page particulièrement. C'est un bon exemple. Alors, premièrement, c'est que, si on lit le dialogue, Tis et Racine, feuilles qui dansent au vent, une plante carnivore a même des dents. Puis, c'est des humains, alors ils chantent. Les humains, ça chante, les robots, pas tant que ça. Euh, et puis, on voit qu'ils riment, ils ont une certaine cadence à leur langage, il y a des points d'exclamation. Sinon, un peu plus tard, on a la parole de Bertrand plus bas qui demande au vaisseau pourquoi devenons-nous invisibles, Albert? Puis il pose des questions, il est curieux, euh, il veut savoir, tandis qu'encore là, les robots, généralement, c'est pas, ils posent généralement pas de questions, c'est vraiment, ils sont là pour répondre à des questions. Les robots, on les utilise puisqu'on les fabrique pour ça. Fait que déjà là, on voit le charme et la curiosité qui est manifestée dans les personnages humains de Bertrand et Alfred. Euh, et l'autre chose, c'est qu'on voit la parole d'Alfred qui est en train de continuer la chanson, puis il est interrompu en plein milieu puisque le vaisseau l'interrompt. Puis un robot, si tu l'interromps, il va juste continuer de finir sa phrase puisque c'est un programme. Mais Alfred, il est interrompu, il arrête puisqu'il est en train de réagir en tant qu'humain à ce qui se passe autour de lui. Tandis que si on regarde le dialogue du robot, Albert, c'est juste des phrases, puis c'est juste des déclarations. Il n'y a pas d'émotion. Il fait juste dire des faits. Fait qu'il dit camouflage actif. Le vaisseau sera invisible et indétectable dans 3, 2, 1. Il y a une espèce inconnue à l'extérieur du vaisseau qui s'approche de nous. C'est pas, c'est pas très humain, c'est robot. Alors, c'est ça que je veux dire par est-ce que le dialogue va un peu venir chercher la personnalité du personnage. Puis c'est deux exemples ici, mais puis c'est un peu plus facile de distinguer un robot d'un humain, mais on peut le faire entre humains aussi. Euh, Encore là, Bertrand et Alfred, si on prend ce petit extrait, Bertrand, si vous lisez la bande dessinée, on va voir des deux garçons, il est beaucoup plus confiant, il est plus habile. Puis lui, toutes ses phrases, il dit au complet, c'est lui qui pose les questions. Alfred, il est beaucoup plus gêné, il est un peu plus, il suit Bertrand et Albert, le robot. Alors lui, il y a moins de dialogue, il est interrompu, puis il n'essaye pas de s'imposer par après, il écoute, il est attentif. Fait encore là, entre les deux humains, on voit une différence. Il y en a un qui parle plus, il y en a un qui parle moins, il y en a un qui questionne, qui veut savoir des choses, il y en a un qui écoute puis qui observe. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer en écriture en tant que tel. C'est des petites choses à considérer. Je ne vais pas y aller plus profond que ça au niveau de l'écriture en tant que telle. Et encore là, comme j'ai dit tantôt, il y a 10 000 choses puis énormément de cours universitaires qui se donnent à ce sujet-là. Fait qu'on ne va pas être capable de rentrer là-dedans. Mais je voulais vous montrer ça. Si vous avez des questions par rapport à ça, par contre, faites parvenir ça par après, puis ça me ferait plaisir d'y répondre. Si je peux me permettre, mon cher, moi j'ai quelques questions à te poser. Tout d'abord, pourquoi avoir fait le choix de l'écriture en bande dessinée et non pas, par exemple, l'écriture pour la littérature ou pour le cinéma, la télévision? Alors, pourquoi spécifiquement la bande dessinée?
Je dirais que c'est un peu de la manière que ça s'est juste passé. Moi, j'avais écrit ce scénario-là sans vraiment savoir quoi faire avec. Euh, Moi, je travaille en collaboration avec Laurence Liodiane. Ouais. Puis, j'y avais montré ce scénario-là, ces histoires-là. Je ne savais pas quoi faire avec. Puis, c'est elle, en fait, qui a proposé qu'on essaye peut-être d'en faire une BD, voir si ça pourrait fonctionner. Puis, on a parlé pendant quand même longtemps avant de commencer le projet, juste voir si ça marcherait, comment ça se ferait en BD. Euh, alors, c'était un peu plus par circonstance. C'est aussi juste qu'est-ce qui s'offrait puis qu'est-ce qui était réalisable pour moi. Euh, j'ai étudié en littérature, mais par la suite, je n'ai pas travaillé en cinéma. Puis j'ai écrit aussi des nouvelles, j'ai écrit d'autres choses. OK. C'est pas la seule chose que j'ai écrit, mais c'est devenu pour ce projet une manière que c'était réalisable de le faire, puis que c'était très convenable de le réaliser de cette manière. Je pense qu'au final, ça s'est bien prêté à la bande dessinée, l'histoire que j'avais fait. J'écris de manière un peu plus visuelle, je pense que d'autres mondes. J'aime beaucoup le dialogue puis comment les personnages y sont. Fait que ça aussi, ça se prête à la bande dessinée très bien. Fait que je pense que c'était juste un mélange de circonstances puis que ça se donnait bien, cette histoire particulièrement pour le faire en BD. Et dis-moi, Francis, est-ce que, parce que là, ce qu'on voit à l'écran Oui. me rappelle étrangement la configuration d'un scénario de cinéma ou de télévision. Oui. Est-ce que, en cours de route, fort de ta collaboration avec Laurence, est-ce que tu as ajusté ta manière d'écrire pour la bande dessinée? Ou alors est-ce que tu as poursuivi dans le même type de schématisation que tu utilises? Euh, je dirais, ben, moi, quand je l'ai écrit, je ne me suis pas adapté du tout. Je l'ai écrit comme un scénario de film même. Puis je dirais, c'est un peu pas étrange, mais ça s'est juste bien donné que avant d'écrire cette histoire, je me suis mis à écouter énormément de dessins animés plutôt que lire des bandes dessinées. Puis j'ai écouté peut-être pendant 6 mois des dessins animés de toutes sortes. Puis ça m'a un peu, c'était presque comme, un peu pardonner l'expression, mais comme un crash course en dessin animé. Puis ça m'a permis de comprendre un peu la structure, comment ça fonctionne un dessin animé, comment en bande dessinée et en dessin animé, les règles sont différentes au niveau de comme qu'est-ce qu'un personnage peut faire physiquement parlant aussi. Euh, et puis, j'ai écrit tous les scénarios avec ça en tête, pas vraiment en pensant que ce serait des bandes dessinées. Euh, mais ceci dit, j'ai beaucoup adapté une fois qu'on a décidé de faire une bande dessinée avec. Une fois que j'avais Laurence qui travaillait avec moi, on a fait un gros travail de adapter le texte. Je vais y passer tantôt encore, mais justement, c'est pas la même chose, un mot écrit, puis quand c'est accompagné avec des images. Euh, et puis, je pense qu'un gros parti du travail que nous, on a dû faire, j'ai mentionné qu'on s'est parlé longtemps avant de commencer, c'était que je devais lui expliquer ce que je voyais dans ma tête. Puis qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme dessin pour venir appuyer ce que j'avais comme dialogue et scénario. Alors, je pense que ça a été une grosse adaptation juste en se parlant. Mentalement, on a adapté qu'est-ce qu'on voulait faire, puis quelle vision on avait pour le projet. Puis par la suite, il y a plus pratiquement parlant, il y a des adaptations que j'ai fait au dialogue, étant donné que ça devenait une bande dessinée. Fait que je pense que les deux sont un peu vrais. L'adaptation s'est faite après toute l'écriture. Euh, j'ai pas adapté en cours de route, j'ai adapté par après, je dirais. Okay. En fait, j'ai deux questions pour toi Oui. parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Euh, Premièrement, qu'est-ce que ça a suscité chez toi comme réaction de voir une autrice, une illustratrice en bande dessinée s'approprier ton univers et le mettre en image? Ça, c'est la première question. Oui. Et si ça t'inspire, je t'inviterai à rebondir sur la seconde question. Qu'est-ce que l'écriture en bande dessinée te permet de faire que la prose ou que l'écriture de scénario ne te permet pas? Alors, pour la première question, je pense que c'est un peu l'émerveillement. C'est vraiment le fun de voir quelqu'un mettre en image ce que toi tu as vu, puis ce que toi tu voulais écrire,
Puis c'était pas tout exactement comment je l'avais imaginé du tout, hein. Il y a des changements, mais il y avait quelque chose de comme vraiment émerveillant à voir venir en vie mes personnages. Même si c'était un peu par la main de quelqu'un d'autre. Euh, Laurence a fait vraiment un beau travail de comme bien représenter les personnages et les différents mondes que j'avais créés. Fait qu'en quelque part, c'était comme, je pense que c'est vraiment ça, le mot qui me revient, c'est émerveillement. C'était juste vraiment un grand plaisir pour moi de voir ça. Je dirais aussi, c'est vraiment valorisant que quelqu'un d'autre voit ton histoire, puis voit quelque chose qui l'inspire, elle, puis qu'elle voit du potentiel, puis qu'elle veut faire ça. C'est valorisant en tant qu'écrivain, on se sent bien. Puis c'est difficile des fois de savoir quand on écrit, c'est très solitaire comme activité. C'est difficile de savoir si c'est juste nous qui aimons ça, puis c'est juste notre fantaisie personnelle à nous, ou si vraiment, si on le montre à quelqu'un, il va aimer ça. Fait que d'avoir une collaboration, c'est rassurant à ce point de vue-là aussi. Euh, Au niveau de qu'est-ce que les bandes dessinées me permettent de faire que la prose ne ferait pas, je pense que ça me rend, encore là, c'est un peu, ça donne un ton un peu plus enfantin. Euh, Quand j'écris de la prose, c'est beaucoup plus sérieux, c'est moins heureux, c'est moins le fun. Fait que je pense que ça me permet d'avoir cette mentalité quand j'écris un peu plus. Puis je pense qu'une grosse adaptation a été de rendre un peu plus amusant le scénario, de réaliser des petites blagues, des chansons. Encore là, vu que j'avais travaillé longtemps avec des enfants, je pense qu'une chose de travailler avec des enfants, c'est que si tu fais ça, c'est parce qu'il y a un côté de toi qui est enfantin qui peut ressortir avec tes enfants. Puis ça te permet de, si tu es animateur scout, oui, il y a le côté de logistique, puis clairement, tu dois assurer la sécurité des jeunes, tu dois Ouais. préparer des ateliers, tu dois être l'adulte. C'est clairement ton mandat premier. Mais ce que ça te permet de faire, c'est un peu d'être enfantin, puis jouer à des jeux, de faire des choses le fun. Ça te permet de ressortir ton côté enfantin. Fait que c'est peut-être ça que je dirais au niveau de qu'est-ce que ça fait la BD pour moi, autre que d'autres formes de littérature ou d'écriture, c'est que ça me permet de ressortir un côté plus enfantin, plus amusant, puis un peu moins sérieux peut-être. Est-ce que le fait justement de collaborer avec une autrice de bande dessinée et que le projet, à toute vraisemblance, tu sembles vraiment y éprouver beaucoup de plaisir, est-ce que ça éveille chez vous des envies d'explorer encore davantage le médium de la bande dessinée, d'écrire autre chose dans d'autres tonalités? Je pense que oui. Là, je veux dire, c'est un peu dur d'y penser puisqu'on est dans un Ouais. projet qui a une grosse envergure, fait qu'on est encore dedans. Euh, mais je pense qu'une chose que quand tu commences puis tu le fais pour de vrai la première fois, tu comprends c'est quoi puis tu comprends que tu es capable de le faire. Fait que ça te donne une ouverture de comme peut-être si je suis capable de le faire pour cette histoire-là puis ces émotions-là, je serais capable pour le faire pour ça puis ce ton. Euh, Ça t'enlève une gêne parce qu'au niveau du côté technique, tu comprends mieux ce que tu fais. Fait que là, du côté émotif, puis qu'est-ce que toi tu veux faire par tes intérêts et tes émotions, tu as plus un véhicule pour le faire. Tu as quelque chose de préétabli que tu connais mieux pour le faire. Fait que je dirais quelque part oui, pas tout de suite, là, mais je pense qu'éventuellement oui. Et Francis, tu parlais un peu plus tôt du fait que tu as vraiment écouté en rafale des séries animées, des films d'animation. Ouais. Quant à la bande dessinée, est-ce que tu es un lecteur assidu? Est-ce que tu connais bien la bande dessinée? Est-ce qu'il y a des genres que tu aimes particulièrement? Parle-nous un petit peu de ta fréquentation du médium comme lecteur. Je dois admettre que j'en ai pas beaucoup. J'ai pas vraiment lu de bande dessinée quand j'étais petit. Peut-être un peu Astérix et Obélix, puis Tintin, des choses comme ça. Mais c'était jamais vraiment un médium qui était venu me chercher en tant que jeune. J'étais plus visuel au niveau de... Et j'apprends par l'écoute. Fait que tant que j'aime l'écriture puis la lecture, je suis quelqu'un qui répond vraiment au niveau de l'audio. Fait que, au niveau de la consommation, ce que j'aime, c'est quelque chose qui va venir me raconter une histoire, vraiment me le raconter.
Fait que je dois admettre que j'ai énormément de connaissances en bande dessinée, vraiment. Ce que je dirais aussi, c'est que c'est quelque chose auquel j'ai dû un peu penser quand je suis rentré dans le monde de la bande dessinée. Parce que j'arrivais des fois à des festivals, puis le monde me posait c'est quoi exactement ces questions, puis j'avais rien. Euh, mais en quelque part, j'ai un peu gardé ça. J'aime un peu garder mon ignorance. Parce que surtout au niveau de la création, c'est bien d'être inspiré, mais aussi tu veux éviter d'imiter tant que possible. Alors, je pense qu'en quelque part, mon ignorance me sert pour l'instant parce que j'ai pas d'influence particulière, puis ça m'enlève le désir d'imiter quelque chose qui est déjà existant. Ouais. Alors, je pense qu'en quelque part, je lis des bandes dessinées, puis j'aime ça, mais je veux pas trop m'inonder là-dedans parce que je pense que si je fais ça en tant que créateur, ça va venir me gêner plus qu'autre chose. Euh, Ouais. Il y a aussi cette idée que l'inconscient s'imprègne constamment de l'expérience et que parfois, en création, sans s'en rendre compte, on, on reproduit ou on évoque donc à notre propre insu des trucs qu'on a lus ou qu'on a vus ailleurs. oui. Oui, non, c'est sûr. Puis je pense que tu peux pas l'éviter, puis je dis que je veux pas imiter, mais clairement, j'ai imité des choses dans d'autres formats de toute façon, là. Il y a une super belle série de télévision qui s'appelle Over the Garden Wall, OK? qui parle, puis l'histoire, c'est justement deux jeunes qui se trouvent dans un autre monde complètement à part, puis qui vivent des expériences complètement absurdes pour finalement revenir chez eux. Puis le thème général est un peu le même finalement que ma bande dessinée. C'est juste que l'environnement est complètement différent, puis leurs quêtes personnelles sont différentes. Euh, mais quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup influencé, puis ça m'a beaucoup donné une espèce de structure à suivre. Fait que clairement, je dis que je veux éviter d'imiter, mais ça va arriver de toute façon. Sinon, Francis, peut-être dernière question avant de clôturer ton atelier. Oui. Si, bon, parce que, évidemment, dans le milieu de la bande dessinée québécoise, le travail de scénariste est pas très répandu. C'est-à-dire que généralement, les illustrateurs les illustratrices en bande dessinée, souvent, ils sont également à la barre de la scénarisation. Et là, tranquillement, on voit des scénaristes qui commencent à émerger, d'autres qui sont établis, évidemment. On n'a qu'à penser à Frédéric Antoine, à Alexandre Fontaine-Rousseau, à Francis Desharnais, etc. Donc, si tu avais un conseil à donner à un ou une internaute qui nous écoute et qui aurait vraiment envie de développer ce métier-là de scénariste de bande dessinée, quel serait donc ce conseil que tu aimerais donner? Ben, je dirais deux choses. Premièrement, juste fais-le. Essaye. Parce que dans le pire des cas, tu as écrit quelque chose que toi, sûrement, tu vas quand même aimer puis que tu vas pas partager. C'est pas la fin du monde, si c'est pas la meilleure chose au monde. Puis ça va te donner de la pratique. Puis c'est un peu con, mais quand moi je fais de la musique, puis je me suis fait un petit album, je l'ai jamais partagé. J'ai partagé un peu à des amis, mais j'ai vraiment un plaisir parce que je suis vraiment amateur en musique, mais j'aime la musique. Puis ça m'a donné un grand plaisir. Fait qu'au minimum, tu vas avoir une affaire de même où tu as écrit quelque chose que toi t'aimes. Fait que juste fais-le, puis au-delà de ça, tu vas pouvoir le partager, puis tu vas pouvoir faire quelque chose avec. Il y a un bar, c'est d'avoir une idée, mais en quelque part, on dit toujours tout le monde a une idée. C'est pas tout le monde qui a produit quelque chose avec cette idée. Fait que Ouais. juste écrivez. C'est la première chose, là, c'est vraiment. Des fois, ça semble super simple, c'est clairement beaucoup plus facilement dit que fait. Mais juste faites-le, puis même si c'est pas bon, juste faites-le. Euh, Puis l'autre chose que je dirais au niveau de la BD particulièrement, c'est soyez ouvert à la collaboration. Si vous voulez vraiment faire du scénario, il faut comprendre que la BD, c'est pas juste un scénario, c'est les deux. Oui. Puis je dirais que c'est pas une compétition. Ce qui est vraiment beau dans la collaboration, c'est que l'image puis le texte partagent et travaillent ensemble pour faire quelque chose d'encore plus gros. Fait que
ayez pas peur ou pensez pas que c'est une compétition. Voyez ça comme un échange créatif. C'est vraiment juste ça. Ayez pas peur de concéder des choses ou d'insister sur des choses. Encore là, ça, je vais en parler dans un moment, mais juste Oui. ayez confiance à la collaboration, puisque c'est super important. Puis si vous le faites bien, ça va être énormément valorisant, puis vous allez vous retrouver avec une meilleure chose que une ou l'autre personne aurait fait. Francis McManey, merci beaucoup. Comme tu l'évoquais, nous, on se retrouve un peu plus tard. Donc, je regarde l'horaire à 14h15 en compagnie de l'illustratrice Laurence Deodion. Et donc, on aura une vingtaine de minutes justement pour approfondir, pour parler de votre série. Donc, Francis, merci beaucoup pour ton atelier et tes conseils. Ça me fait plaisir. Et on se dit à très bientôt. Là. On se dit dans quoi? 1 heure, on se revoit. Oui, dans 1 heure. Est-ce que j'ai quelques minutes, puisque j'avais une petite dernière section que je voulais explorer et présenter? Il nous reste 2 minutes. OK, je vais faire ça super vite. Je vais aller à la dernière page. Je voulais parler de surtout les phylactères. Puis ça, peut-être je vais pouvoir le faire parvenir la présentation. Je vais regarder comment faire ça. Mais ça, en écriture, je voulais vous montrer, puisque ça parle justement de la collaboration. Je voulais mentionner que la taille du texte, ça compte beaucoup. C'est drôle à dire, mais ça prend une certaine place sur l'image. Fait qu'on ne peut pas avoir des dialogues et des monologues à pu finir parce qu'on ne va pas avoir d'image. Fait que soyez conscients de ça. Encore là, l'image peut en dire beaucoup. En écriture, on apprend d'être super concis puis de dire le plus efficacement possible. Puis c'est drôle à dire, mais c'est quoi qui est plus efficace que 0 mot? C'est comme une image. Des fois, une image peut en dire beaucoup plus que ton texte voulait le faire. Puis ça ne veut pas dire que ton texte n'est pas bon, c'est juste qu'il y a un autre format qui est meilleur. Je voulais juste mentionner, ça, c'est quelque chose que j'ai appris en collaboration. J'aurais jamais pensé à ça, mais en travaillant avec Laurence, je l'ai vu. C'est de où placer nos phylactères. J'ai fait un petit schéma avec des flèches. Puis, le placement des phylactères va guider les yeux du lecteur. Puis, c'est vraiment en plaçant correctement les phylactères dans la page qu'on va être capable de un peu obliger le lecteur à lire au complet la bande dessinée avec les images. Si on regarde les phylactères, ça t'oblige d'aller d'une bulle à l'autre entre les images. Alors, ça t'oblige de tout regarder. Fait que quand on fait de la BD, soyez conscient de ça, c'est un vraiment bon outil pour créer quelque chose d'intéressant au niveau de l'écriture. Francis, vraiment, merci beaucoup. Il n'y avait pas moyen de mieux terminer cet atelier-là. Donc, merci à toi. On se retrouve beaucoup dans 1 heure. D'ici là, dans quelques instants, je prends le relais avec une entrevue consacrée à Julien Dallaire-Charret. Donc, on se dit à très bientôt. Salut.